Alors moi, c'est Lisa Bellinghausen. Je travaille avec Alter Alliance sur les problématiques du stress et des risques psychosociaux. Pour introduire ma personne, comme mon nom le laisse présager, je ne suis pas française, je suis allemande d'origine et je vous prie déjà de m'excuser des probables fautes de français que je vais commettre au cours de ma présentation. En termes de parcours, je suis psychologue et j'ai approfondi ma compréhension du monde du travail par un doctorat avec un questionnement qui était est-ce qu'on peut être à la fois performant et bien au travail? C'est ce qui a animé en fait ma thèse de doctorat et je me suis intéressée à la variable, à l'émotion, comme quelque chose qui pourra expliquer qu'on peut être à la fois heureux au travail, épanoui et en même temps performant. Donc je travaille maintenant depuis 2004-2005 sur ces problématiques et avec Bruno Lefebvre d'Alter Alliance, donc c'est au cœur de notre métier. Ma spécialité, c'est le diagnostic. C'est comment on peut évaluer, identifier les phénomènes mal définis. Parce qu'on verra, le stress à la base, c'est un phénomène subjectif. On peut dire, moi, je ressens du stress. Et comment on peut passer à une objectivation de ce phénomène? On travaille avec différentes populations, donc j'alimenterai la conférence aussi bien d'exemples de pompiers. Par exemple, on travaille avec les pompiers, les métiers de l'urgence, où on a des stress, mais aussi des milieux d'activité comme milieu bancaire ou autre, pour avoir un large vue en termes d'exemples. Alors, comment on va aborder cette question du stress au travail? On va l'aborder en trois étapes pour garder bien du temps à la fin pour l'échange, des questions et j'espère des réponses. Tout d'abord, une introduction très rapide sur les risques psychosociaux, de quoi parle-t-on? Puis, on va vraiment focaliser sur le stress professionnel avec une première partie autour de la question, c'est mais qu'est-ce que c'est? Au fond, tout le monde en parle du stress au travail, mais qu'est-ce que c'est précisément? On continuera à se questionner sur le lien entre stress et performance, parce que si on s'intéresse au stress au travail, c'est bien qu'on pose la question de la performance. Et puis, comment est-ce qu'on peut gérer le stress d'un point de vue individuel, collectif, managérial? Donc, on posera la question de la prévention. Et enfin, en dernière partie, on verra quel était le modèle de la prévention de la démarche retenue ici. Alors, on y va. Risques psychosociaux, de quoi parle-t-on? Parce qu'on en entend tellement parler en ce moment, alors qu'est-ce qu'on met derrière? Aujourd'hui, est-ce que c'est un risque qui est nouveau? Non, a priori non. Ça fait longtemps que ça existe, mais aujourd'hui on en parle. On en parle, pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de changements qui sont imbriqués. On a des changements au niveau de l'individu. L'individu aujourd'hui, il n'accepte plus de travailler sous les conditions qu'il y a encore 50 ans, on acceptait de travailler. Aujourd'hui, il y a un désir au niveau de l'individu qui dit « j'ai envie de m'épanouir au travail ». On a aussi des changements au niveau de la société. On a des changements technologiques avec une évolution très rapide. Les smartphones, on est joignable 24 heures sur 24 partout dans le monde. Donc on a aussi, autour de la globalisation, on travaille avec des personnes, déjà en France, on travaille avec des personnes qui sont à l'autre bout de la France, mais on travaille avec des personnes qui se trouvent dans d'autres zones d'horaire, dans d'autres fuseaux horaires. Donc on essaye de travailler avec des cultures différentes, on n'a pas les mêmes représentations. Et donc on est dans une complexification de la société et de nos interactions individus et monde du travail. Du coup, tout ça, ça conduit à un climat d'incertitude, ce qui amène l'individu à des efforts constants à s'adapter. Et quand on parle d'adaptation, c'est bien là qu'on parle de stress. On verra, le stress, ce n'est pas une maladie. Le stress, c'est chaque fois un individu est amené à s'adapter à une situation. Et donc, face à cet environnement changeant et en constante évolution, l'individu et les groupes sont constamment amenés à s'adapter, donc à être sous un certain niveau de stress. Les conséquences, quand ce n'est pas
géré, quand ce n'est pas anticipé, ce sont tout ce qu'on englobe sous les risques comme l'harcèlement, les violences au travail, les incivilités, le stress, etc. Pour décomposer un peu le terme, parce qu'au fond c'est un terme composite, risques psychosociaux. Donc on a psychosocial, on parle de psychosocial parce qu'il s'agit d'un risque qui émerge dans l'interaction que l'individu entretient avec son environnement. Donc c'est l'individu, il agit sur son environnement, mais l'environnement agit également sur l'individu. Et donc c'est dans ce contexte que prend naissance le risque. Contexte, l'environnement de travail, les conditions de travail, mais aussi l'environnement autour de l'entreprise, l'environnement concurrentiel, le marché, etc. On va parler de risque parce qu'il y a des conditions, des caractéristiques qui peuvent affecter négativement la santé des employés dans 3 grands domaines. Donc on va avoir le domaine social, le domaine physique et le domaine mental, psychique, avec les troubles anxieux, dépressifs, etc. Donc quand on parle de risque psychosocial, c'est bien de caractéristiques qui sont présentes dans l'environnement de travail qui peuvent affecter négativement la santé de l'individu dans 3 grands domaines, social, physique et mental. Pour schématiser ou résumer ce que je viens de dire, c'est que le risque psychosocial est à comprendre comme quelque chose de dynamique dans le temps. On va avoir des facteurs qui peuvent être liés au travail ou non liés au travail. Ça peuvent être les conditions de travail, ça peut être l'équilibre vie pro, ça se conjugue avec des facteurs non liés au travail, ma personnalité, mon expérience. Et donc il y a une interaction entre ces 2 types de facteurs qui vont agir sur un niveau de stress et ce niveau de stress va avoir des conséquences en termes de santé et des conséquences économiques. Comme on voit sur ce schéma, et c'est pour ça que j'aime bien le montrer, c'est que le stress, il est au cœur des risques psychosociaux. Et donc c'est aujourd'hui le focus de la présente conférence, ça va être sur le stress. Ça va jusqu'à là? Oui, ouais, super. Alors, le stress professionnel, de quoi parle-t-on? Dans notre vocabulaire commun, du langage commun, le mot stress désigne déjà tout un tas de choses. Généralement, on va faire référence à ce qui me stresse. C'est les facteurs de stress ou les stresseurs. Je dis, tu me stresses, mon supérieur me stresse, mon collaborateur me stresse, l'ordinateur qui plante, ça me stresse. On est dans ce qu'on appelle le facteur de stress. La machine à café, parfois, elle peut nous stresser. Donc, on est bien, il y a quelque chose qu'on appelle le stresseur, le facteur de stress. Et puis, on emploie le mot stress aussi pour dire « je me sens stressé ». Mais c'est mon expérience à moi, ma manière, je suis stressée, c'est ma perception de l'état dans lequel je me trouve. Et puis, on emploie le terme stress encore à un autre niveau. C'est je dois défendre un projet ou animer une réunion, une conférence. Ah, je suis peut-être anxieuse. Et là, on est dans les conséquences du stress. Donc, en fait, le mot qu'on utilise stress, il regroupe 3 choses. Ce qu'on appelle les facteurs de stress, la perception, donc c'est le stress perçu, et c'est les conséquences du stress. Alors, on va maintenant voir en détail chacun de ces aspects. Et si à la fin de cette conférence, vous avez retenu ces trois étapes du stress, je serais déjà très ravie. Alors, définir le stress. Qu'est-ce qu'on propose comme définition du stress? Le stress, il est lié à l'environnement. Il y a toute une conception, un courant qui dit le stress est lié à l'environnement. C'est le manque d'autonomie, c'est l'ambiguïté de rôle, c'est la charge de travail. Donc on dit le stress, il y a une dimension environnementale. Mais dans le stress, il y a également une dimension individuelle. C'est l'individu, c'est ma manière d'évaluer, d'interpréter le monde qui fait que ce facteur de stress fait sens pour moi. Et donc, quand on parlera de stress, il y a toujours les 2 aspects, l'environnement
et l'individu. La définition rend compte de ces deux aspects. Le stress est défini comme un déséquilibre entre d'un côté des contraintes qui pèsent, donc c'est les contraintes, c'est les délais. Les contraintes, c'est mon supérieur. Les contraintes, c'est mon collaborateur, c'est les autres. Les contraintes, c'est mes conditions de travail aussi. Quand vous avez des très jolis locaux ici, j'ai pu intervenir aussi où parfois on a des open space, parfois on a des bureaux partagés, des bureaux individuels, des conditions de travail. Ça peut être l'ergonomie. Donc on a tout un tas de demandes, contraintes qui nous sont imposées par l'environnement. Et on a des ressources pour faire face. Et le stress, l'état de stress, est défini comme le déséquilibre où les contraintes pèsent plus lourd que les ressources que j'ai pour faire face. Aussi, et on l'a déjà introduit, le stress, il a des effets qui sont de nature psychologique, mais qui affectent également la santé physique et le bien-être de l'individu. Quand on parle de cette définition, on voit bien que l'interprétation que l'individu fait d'une situation est primordiale dans le déclenchement d'un état de stress. Et comment ça se passe, cette interprétation? C'est que l'individu, face à une situation, il va apprécier deux dimensions. Première chose, c'est l'évaluation du danger ou de la menace. Est-ce que cette situation, est-ce que les demandes qui pèsent sur moi, est-ce qu'ils représentent une menace? Deuxième évaluation, c'est que est-ce que j'ai les ressources pour faire face à cette menace? Les ressources, elles peuvent être de deux grands types, mes ressources personnelles, mes compétences, ma capacité à gérer les relations sociales, mais ça peut être aussi tout ce qui est ressources sociales, c'est l'autre. Donc, le stress, il y a toujours une partie d'évaluation, interprétation de la situation, et c'est là où comment on passe d'un niveau subjectif de l'évaluation à un niveau plutôt collectif. Et donc, on observe qu'il y a en entreprise, quand on parle de stress, quand on parle de facteurs de stress, c'est que bien des individus partagent l'évaluation que cette situation est source de stress. Ce qu'on a vu, c'est l'évaluation de l'état de stress. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va approfondir cette question des facteurs de stress. Les demandes, on distingue deux grands types de demandes. On a les facteurs de stress ou demandes liés à la personne et on a ce qu'on appelle les facteurs de stress liés à la situation. Alors, liés à la personne, qu'est-ce qu'on a? Il y a un facteur de stress, ça peut être notre propre personnalité. C'est notre manière d'être. Vous connaissez peut-être ce type de personnes, on les appelle en psycho les personnalités type A. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui sont dans la compétitivité, qui ont envie de toujours donner plus, qui disent jamais non. Vous connaissez des personnes comme ça? Oui. On a observé que ce type de personnes, ils ont tendance à vivre des états de stress plus intenses et plus souvent que les personnes optimistes, par exemple. Et donc, on voit aussi un autre exemple en termes de personnalité. Vous connaissez des perfectionnistes? Oui. Ils sont souvent source de stress pour soi-même, mais ils sont aussi source de stress pour l'environnement avec lequel ils travaillent. Donc là, on a un exemple d'individu, d'un trait de personnalité qui qui est source de stress pour l'individu. On a d'autres exemples. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les hommes sont plus sujets au stress que les femmes? Ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. C'est quoi? C'est plutôt les femmes qui sont plus stressées que les hommes. Oui, c'est ce qu'on observe. Effectivement, on observe à travers les études toujours que les femmes ont des niveaux de stress plus élevés que les hommes. À quoi ça pourrait être dû?
Double journée. Oui, il y a la question de la double journée, de la charge, même si aujourd'hui, on a aussi de plus en plus d'hommes qui s'investissent dans la double journée. C'est aussi, ce qu'on observe, c'est que les femmes et les hommes n'ont pas la même manière d'exprimer le stress. C'est que les femmes, elles vont plutôt être dans la verbalisation. Il y a moins de tabou pour une femme de dire « je suis anxieuse, je suis stressée ». Donc, elles vont avoir tendance à le verbaliser, à le partager. Alors que l'homme, le stress passe davantage dans le comportement. On a beaucoup plus de sport à risque, par exemple, de décompensation par le sport ou des activités. Et donc, le stress passe plutôt par le comportement chez les hommes, alors que chez les femmes, ça passerait plutôt par l'échange et l'expression. L'expression. Alors, je vous ai amené un autre exemple. Qu'est-ce que vous pensez? En fonction du statut hiérarchique, c'est qui est plus stressé? Très schématiquement. Cadre, non cadre. Qui est plus stressé? Non. En moyenne. Les non-cadres. Pourquoi les non-cadres seraient-ils plus stressés que les cadres? Oui, en bout de chaîne, d'accord? On bosse plus, on gagne moins. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont moins de ressources. Voilà. À charge égale, il n'y a pas le même nombre de ressources pour faire face. Donc, voilà, effectivement, on observe constamment un effet de la variable statut. Comment? Peut-être je n'aurais pas dû montrer ce slide. Si. Bon. En tous les cas, on observe fréquemment, parce qu'on disait le stress des dirigeants, le stress des cadres, on porte beaucoup d'attention, alors qu'en fait, le paradigme, il est inversé. On observe, moins on a de ressources, plus il y a les niveaux de stress élevés. Donc, du fait, on observe plutôt l'inverse. Donc, c'était pour vous dire, on a tout un ensemble de variables et des caractéristiques liées à la personne qui influent directement l'état de stress perçu. Mais on n'a pas que des variables liées à la personne. Dans la définition, on a bien une rencontre entre une personne et un environnement. Donc, on a aussi des variables environnementales qui interviennent dans le stress. Et on a quoi? On a par exemple le soutien social. J'aime bien le formuler dans ce sens-là parce qu'on pourra dire aussi l'absence de soutien. Mais parfois, on a du soutien, on se dit, j'ai encore un peu de soutien de cette forme et j'en peux plus. Donc, le soutien, parfois, il peut être peut être modérateur de stress, mais parfois, il peut augmenter le stress. C'est que, quand on parle de soutien, ce qui est important, c'est la satisfaction du soutien qu'on reçoit. Est-ce que ce n'est pas la disponibilité en tant que telle, hein? Ce n'est pas juste est-ce que j'ai du soutien possible? Non, c'est que est-ce que le soutien que je reçois, il est satisfaisant? On a d'autres éléments, tels que la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un mot, mais il y a plein de reconnaissances différentes. On a les reconnaissances, je dirais, élémentaires. Parfois, on va dans les entreprises, il n'y a même pas le bonjour. Voilà, le bonjour, c'est la reconnaissance élémentaire d'une personne quand on la croise. Je dirais c'est la reconnaissance de base. Après, on arrive à des niveaux de reconnaissance tels que le besoin d'autonomie. Est-ce qu'il est reconnu que moi, dans mon travail, je peux avoir une certaine autonomie dans la manière d'aborder les tâches, de réaliser les activités dont j'ai la charge? On a donc différents niveaux de reconnaissance. On a bien sûr les reconnaissances aussi en termes de dire qu'on a fait un bon travail, de feedback sur notre travail, de valorisation du travail en face à face, mais aussi en collectif lors d'une réunion. Donc voilà, la reconnaissance sous ses multiples formes. Je pourrais comme ça continuer la liste, hein, mais j'ai envie d'attirer votre attention sur un autre aspect quand on parle des variables liées à l'environnement. Il y a des chercheurs qui sont intéressés à classer les facteurs de stress en fonction de l'intensité qu'ils peuvent avoir et de la fréquence. Alors,
quel est l'événement le plus stressant, selon vous? Le mariage. Oui, c'est le mariage. Mais il est peu fréquent, généralement. Mais il est d'une intensité forte. Donc, du coup, on a tout le temps de se préparer et de gérer ce stress intense. Donc, l'événement le plus intense cité, c'est généralement le mariage. Mais le plus impactant pour la santé de l'individu, c'est ce qu'on a nommé les tracas au quotidien. En fait, c'est de fréquence faible si je les prends un à un, et c'est même d'intensité moyenne. Alors, je vais vous donner des exemples de tracas. C'est le matin, on s'embête avec son conjoint ou son enfant qui est en retard. Du coup, on arrive au travail, on allume l'ordinateur, il rame. Derrière, j'essaye d'imprimer quelque chose, l'imprimante n'a plus de papier. Plus d'encre. Après, je vais aller à la machine à café et il n'y a pas de café. Quelqu'un arrive dans mon bureau et me dérange au milieu de la tâche la plus importante de ma journée. Voilà. Et comme ça, vous avez l'accumulation. Au fond, c'est tous des petits stresseurs. Ce n'est pas d'une intensité comme un mariage ou une promotion ou des grands événements, mais c'est les tracas quotidiens. Et c'est ce qu'on a observé qui est le plus source ou qui affecte le plus notre santé mentale et physique. C'est ces petits tracas, on ne porte que peu d'attention et du coup, on ne met pas en place réellement des stratégies pour les réguler. Et sachez, les facteurs de stress, ils sont cumulatifs. C'est pour ça, bien évidemment, on peut parler de ce qui me stresse dans la vie privée ou de ce qui me stresse dans la vie professionnelle. Mais si je suis stressée dans la vie privée, ça va se cumuler avec le travail. Si j'ai un collaborateur en plein divorce, je vais peut-être, quand je lui ajoute des tâches d'une responsabilité importante au sein des projets, c'est du stress cumulatif fort. Donc, on est bien dans l'idée de veiller à ces petits facteurs de stress qui s'accumulent. Donc, on a vu les facteurs de stress, on a vu l'évaluation. On a vu que pour qu'un facteur de stress devienne vraiment source de stress pour l'individu, il faut que l'individu évalue les demandes comme pesant beaucoup plus lourd que les ressources dont il dispose pour faire face. C'est ce déséquilibre. Et l'état de stress, ainsi produit, il a des conséquences. Il affecte l'individu dans plusieurs domaines. Il affecte la santé. La santé par des accidents, par des plaintes, par des troubles anxieux, dépressifs si on va plus loin. On a aussi l'épuisement professionnel. Donc ça affecte bien la santé de l'individu, qu'elle soit physique ou psychique. Mais le stress affecte aussi l'entreprise. Il y a de l'absentéisme, il y a du présentéisme aussi. Il y a des personnes qui viennent au travail mais qui font rien. Oui, c'est parce qu'on parle souvent d'absentéisme, mais on a aussi le phénomène du présentéisme. Ça affecte notre capacité de travail. Ça affecte notre performance. Si je suis à des niveaux de stress dépassés, je n'arrive plus à me concentrer, j'oublie, ma mémoire est affectée, elle se dégrade. Donc, ça affecte bien notre performance. Bien sûr aussi, le stress, ça coûte. Parce que si je perds en performance, en qualité, et si j'ai des jours d'absence, ça va coûter à l'entreprise. Donc, il y a un enjeu économique et de pérennité. Et bien sûr, on a aussi encore tout ce qui est autour de la satisfaction avec des variables de turnover, des intentions de turnover, satisfaction, engagement, implication. Donc, le stress, c'est quelque chose qui affecte pas seulement l'individu, mais bien l'ensemble de l'organisation. Voilà ce que je voulais vous dire pour le processus du stress. Le stress est défini en tant que processus où on a des facteurs de stress, l'évaluation de la situation et l'état de stress produit des conséquences. Du coup, se pose la question du lien entre
performance et niveau de stress. Parce qu'on a bien vu, le stress peut affecter de manière négative la performance. Mais quel stress? De quel stress parle-t-on? Et c'est là où on va pouvoir, quand on s'intéresse au lien entre performance et stress, on va pouvoir distinguer différents états de stress. Il y a l'état de stress optimal. L'état de stress où je fonctionne bien, où je suis attentif à ce que je fais. On l'a tous expérimenté, cet état où je suis dans une activité, j'oublie le temps, c'est dans mes compétences, je m'épanouis à le faire, je suis créative, je trouve des nouvelles manières d'aborder la problématique. Donc c'est que là, je me trouve dans cette zone ici. Si cet état-là, il est trop prolongé, ou s'il devient trop intense, j'arrive dans cette zone ici. Voilà. Dans cette zone qu'on peut appeler d'état de stress dépassé. Je vais définir chacun de ces états. L'état de stress adaptatif, parce que rappelez-vous, le stress à la base, il est là pour faciliter l'adaptation de l'individu à un environnement. C'est quelque chose de naturel. Donc, dans ce sens, ce type de stress, il nous permet de focaliser l'attention, de porter attention aux détails, à l'autre, de mémoriser ce qui est en train de se passer. Je suis attentif aux signaux faibles. Ça mobilise toutes mes capacités mentales. J'arrive à raisonner bien, juste, faire l'évaluation juste des problèmes auxquels je suis confrontée. En termes émotionnels, c'est intéressant parce que je me trouve dans un état où il y a une légère appréhension. Mais je suis dans l'empathie, l'altruisme, la combativité, l'espoir que les choses vont se réaliser, la joie de le faire. Et ce type de stress-là, il est favorable à la performance. Pourquoi? Parce qu'il incite à la prise de décision et à l'action. Par contre, si cet état il devient trop prolongé, ou s'il y a un grand stress qui impacte, là, on va avoir les formes de stress dépassé qui vont apparaître. Formes de stress dépassé. Je vais vous donner quelques exemples. La sidération. Est-ce que vous vous rappelez tous du 11 septembre? Oui. On a eu les images, le premier avion, le deuxième avion, quand il a percuté les tours, on a eu les images en live. Donc, c'était très bien pour observer la sidération, parce qu'on se rappelle tous de ces images. Vous vous rappelez de ces personnes dans la rue qui voient l'impact du deuxième avion, ils étaient comment? Ils avaient les yeux grands écarquillés, la bouche ouverte, il n'y avait pas un mot qui sort, et ils étaient comme paralysés sur place. Et c'est ce qu'on appelle la sidération. C'est l'exemple pour vous montrer la sidération. Mais nous, on a tous observé des moments de sidération. Face à une tâche où je ne sais pas comment l'aborder, tout d'un coup, c'est le néant. Je suis pris par la peur, par le stress, et je ne sais plus par quel bout prendre la situation. C'est là où on arrive au niveau de stress intense qui est au seuil de l'état de stress dépassé. La sidération face à une nouvelle qu'on nous annonce. L'agitation stérile, j'aime bien, c'est De Gaulle qui disait ça. L'agitation stérile, vous l'avez certainement tous déjà observé. C'est quand le chef se donne l'allure de réfléchir, il marche, il fait la tête comme ça, et au fond, c'est le néant. Il n'y a rien qui se passe. C'est ce qu'on appelle agitation stérile. C'est une forme d'état de stress dépassé. Vous avez pu l'observer déjà? Oui. Donc c'est là on arrive dans une zone de stress qu'on pourra qualifier état de stress dépassé. Je vais vous donner un dernier exemple. Les comportements automates. Autre exemple. Vous vous rappelez Katrina? Vous vous rappelez, il y avait une image d'une maison qui flottait dans tous ces débris. Elle était prise dans les débris. Il y avait une femme et elle balayait devant sa maison. Vous vous rappelez de cette scène? Il y avait une scène comme ça et elle balayait devant la maison. En fait, c'est en situation de stress intense, on se ramène aux choses qu'on sait faire. Alors, j'ai pu, en gestion de crise, entraîner des groupes
préfectorale avec les dirigeants gendarmes, du monde de l'urgence, police, etc. Et on les mettait en situation, parfois sur une dizaine d'heures, de gérer des situations intenses de stress. Alors on observait, moi j'observais comme ça, un préfet tout d'un coup qui commence à se caresser le ventre. Caresser le ventre pour s'apaiser, c'est un comportement automate. Observer les enfants, c'est un comportement qui nous ramène à nous, qui nous apaise. C'est aussi un comportement automatique, le stylo, clic, 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 clic. Comportement automatique, parfois les gens qui se tournent des cheveux, plutôt les femmes. Comportement automatique en situation de stress intense. Et je pourrais continuer la liste. C'est qu'on a tous des comportements, quand le niveau de stress devient de plus en plus intense, qui sont précurseurs et qui nous annoncent qu'on arrive dans une zone de rouge. Ce qui est à retenir, c'est que toute personne en état de stress élevé risque, par un accroissement de stress, de basculer dans cette zone d'état de stress dépassé. Donc, quand on va s'intéresser au stress, on va s'intéresser à deux formes. On s'intéresse au stress normal, mais on s'intéresse aussi à cet état de stress dépassé qui, lui, est l'état de stress qui va emmener vers l'anxiété, vers la dépression, vers ce qu'on qualifie de... C'est le stress qui affecte négativement la santé mentale et physique des individus et des groupes. C'est bien ce stress-là. Donc, du coup, se pose la question comment on va prévenir le stress. Et pour prévenir le mien, je regarde l'heure. Ça va. Donc, comment est-ce qu'on peut prévenir le stress professionnel? Quand on parle de prévenir le stress professionnel, on parle bien, en fait, de comment je peux faire pour qu'on reste dans cette zone optimale de stress et qu'on préserve les individus et les groupes de ne pas basculer dans la zone de l'état de stress dépassé. Différentes possibilités, approche individuelle, approche collective et différents niveaux de prévention. En référence au processus du stress, on peut intervenir sur les facteurs de stress, on peut intervenir sur le stress perçu, donc c'est bien l'évaluation qu'on fait de la situation, et on peut intervenir sur les conséquences du stress. Donc ici, c'est l'intervention urgentiste, si je puis dire. C'est que quand il y a déjà eu les conséquences du stress, comment on accompagne les individus à faire face. Excusez-moi. Alors, prévenir le stress au niveau des sources, au niveau des facteurs de stress. On voit deux grands types. On a au niveau individuel, rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure que ma personnalité peut être un facteur de stress pour moi. Dans cette idée, on peut travailler avec les individus pour influencer leur manière de répondre. On peut travailler, par exemple, sur un dialogue positif intérieur. Dans ma pratique, j'observe, quand on travaille sur le stress, c'est soi-même, on s'ajoute pas mal la pression. Exemple, avec mon dialogue intérieur, je me dis, ah là là, je suis vraiment à la bourre, je ne vais jamais y arriver, ça ne va pas du tout le faire comme ça. J'aurais dû me prendre complètement différemment. Et qu'est-ce que je fais avec un tel dialogue? J'alimente mon niveau de stress. Et parfois, on peut se poser la question de changer un dialogue en disant, certes, les délais sont courts, mais je vais y arriver. Ah, on travaille sur les manières individuelles les manières individuelles d'être en relation avec l'environnement. Donc ça, c'est au niveau individuel. On peut aussi apprendre aux individus de gérer leurs facteurs de stress. Vous avez de la charge, eh ben, on peut travailler sur comment hiérarchiser, planifier, etc. Donc ça, c'est des approches individuelles. Et bien évidemment, on a tout ce qui est organisationnel. Organisationnel, c'est promouvoir, par exemple, le soutien social et la citoyenneté d'entreprise. C'est une question de culture. On a travaillé avec une entreprise récemment. Ils ont formé des managers à la reconnaissance, mais la reconnaissance n'était pas appliquée. Et
en analysant la situation, on s'est rendu compte que la culture de l'entreprise ne promouvait pas la reconnaissance. Donc, comment un manager peut, lui, employer les actes de reconnaissance si au niveau de la culture d'entreprise, c'est un acte prohibé? Il y a un conflit. Donc, du coup, au niveau organisationnel, quand on va parler des sources de stress, on va se situer au niveau parfois de la culture, au niveau des manières d'organiser. C'est ici qu'on va se situer au niveau des conditions de travail. Donc, ces approches sont complémentaires. Voilà. Je en pense et je suis convaincue via l'expérience, c'est qu'on a besoin de travailler par les deux angles d'approche, l'individuel et l'organisationnel. Voilà pour le travail sur les sources de stress. Après, une autre approche, ça consiste à travailler sur les ressources. Vu que le stress émerge dans l'évaluation entre les contraintes et les ressources, je peux travailler sur les ressources en entreprise, les ressources personnelles et les ressources sociales. Les ressources personnelles, qu'est-ce qu'on englobe derrière ressources personnelles? On a tout ce qu'on appelle les ressources intellectuelles. C'est bien évidemment ma connaissance, ma mémoire de travail et l'attention qui sont limitées. Je n'ai pas une mémoire de travail illimitée. Donc, on a bien des ressources limitées. Mes compétences sociales, est-ce que je suis en mesure de dire non et ne pas accepter encore une tâche supplémentaire? C'est l'assertivité, par exemple. C'est aussi ma condition ou ma ressource physique. Et on oublie trop souvent que voilà, c'est l'exercice, mais c'est l'alimentation. On a besoin de prendre du temps pour faire un peu de sport, de se promener, un peu d'exercice physique. L'alimentation. On sait que l'alimentation, c'est la seule alimentation qui régénère les cellules, c'est l'alimentation crue. C'est le seul aliment qui permet de régénérer des cellules. Et puis, bien sûr, on a toutes nos ressources psychologiques avec notre capacité d'être optimiste dans des situations, à être persévérant. Donc, on a des multiples sources dans lesquelles on peut puiser pour faire face aux facteurs de stress. Une ressource personnelle particulièrement importante, c'est ma capacité à gérer les émotions. On sait que le stress est toujours accompagné d'émotions. Donc, la manière de gérer mes émotions influe fortement ma manière de faire face aux facteurs de stress. Je vous ai emmené une petite image. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez? Un arbre en hiver. Un arbre légèrement mal au point. Vous croyez que je vous ai emmené un arbre légèrement mal au point? Ben oui. On parle de prévention, donc. Qu'est-ce que ça peut être bien d'autre? Est-ce que quelqu'un voit des visages? Oui. Où est-ce que vous voyez un visage? Vous pouvez nous décrire? Il y en a plusieurs. En haut, sur les côtés. Est-ce que tout le monde commence à voir des visages? Non. Alors, je vais vous faire... Alors, on a un visage ici. On commence, alors, là on a le menton, la bouche, le nez, les yeux, le front. Là on a les cheveux. Ça va? Vous en avez un là, en face, le menton, le nez, les cheveux. Ça va? Vous en avez un là, les cheveux, le nez, la bouche. Vous en avez un en face, ici. Vous en avez un là. Un là. Une. Est-ce que quelqu'un voit un arbre? Non.
Si vous revoyez encore l'arbre, ça va. Une ressource personnelle, c'est aussi la manière dont on peut encoder l'information et notre manière de changer parfois de perspective et de voir aussi avec l'autre, peut-être il n'a pas la même perspective. Et c'est pour ça qu'il réagit de cette manière. Donc, une de nos ressources personnelles consiste aussi à pouvoir réévaluer une situation. Assez parlé des ressources personnelles. Il y a en entreprise aussi les ressources sociales sur lesquelles un collaborateur peut s'appuyer. Et c'est ce qu'on peut même appeler réseau de soutien. C'est le soutien social qui permet de prévenir l'isolement, ça permet de créer du lien, de l'engagement et surtout, quand on parle de risque psychosocial, de détecter les personnes en difficulté. C'est un réseau qui fonctionne vraiment en amont. On peut détecter des situations à risque et les individus qui commencent à se trouver dans la zone « je bascule de l'état de stress à l'état de stress dépassé ». Et c'est bien là qu'on a à notre disposition des instances bien identifiées en entreprise. On a le manager qui est en premier lien parce que lui, il est bien en proximité. Et c'est aussi ce qui a été montré, c'est que le soutien du manager est ce qui permet de réduire le plus le stress du collaborateur. Donc on a bien évidemment la partie manager, ressources humaines, médecin du travail. On a tout un tissage de ressources autour de la personne. Du coup, vu que le soutien managérial est très important, le soutien managérial suppose en première chose que le manager sait gérer son stress. Parce qu'un manager qui est stressé, il est généralement source de stress important pour son équipe. Je vous ai parlé de la prévention centrée sur les facteurs de stress, de la prévention centrée sur les ressources individuelles et sociales. Et on a encore un autre volet de la prévention, c'est la prévention tertiaire ou la prévention centrée sur les conséquences. Donc là, la prévention, elle est centrée sur quand on est déjà dans les conséquences sur la santé, l'anxiété, la dépression, un épuisement professionnel. Et la question, c'est comment je accompagne les personnes soit dans le maintien dans l'emploi, soit dans le retour à l'emploi. Donc c'est des interventions qu'on pourra qualifier plutôt d'urgentistes. Je ne suis pas sûre que c'est de la réelle prévention, bien que l'acte peut être primaire dans certains cas, mais il n'est pas unique. On ne peut pas faire de la prévention uniquement centrée là-dessus. Donc ici, c'est vraiment des programmes pour aider à réintégrer le travail, à le retour à l'emploi avec les mi-temps thérapeutiques parfois, etc. Maintenant, on a vraiment fait le tour des concepts. On a vu les risques psychosociaux, on a vu le stress au sein de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, où est-ce que ça se situe. Et puis, on a vu ce processus des facteurs de stress via l'évaluation aux conséquences et les différentes manières de prévenir. Donc, du coup, comment la prévention ou la démarche choisie chez ICAD, comment elle s'articule? La démarche est en deux temps. Il y a tout d'abord un diagnostic quantitatif et puis une investigation qualitative pour travailler plus particulièrement sur les leviers et l'élaboration des plans d'action. Je vais détailler chacun des deux points. Alors, le diagnostic quantitatif. Pourquoi faire un diagnostic quantitatif? Qu'est-ce qu'il apporte? Alors, le diagnostic permet de mesurer le niveau de stress et de voir aussi le niveau de stress à risque. Donc, c'est cette partie de état de stress dépassé. Du coup, on va s'intéresser à localiser et à identifier des populations en difficulté. Aussi, un diagnostic quantitatif doit permettre d'étudier les liens entre le stress et ses causes et de donner des indications sur quelles actions de prévention doivent être retenues.
parce qu'il ne s'agit pas de faire un diagnostic pour un diagnostic, mais un diagnostic doit bien fournir les bases pour des plans d'action concrets et opérationnels derrière. Comment ça se passe? Ça va être un questionnaire via Internet, un questionnaire simple, qui va être envoyé par Internet. Donc, vous recevez un mail et vous vous connectez sur le site. Et du coup, vous allez être redirigé sur le questionnaire où il s'agit de répondre à un ensemble de questions. Ça prend à peu près 25 minutes, pas plus, 20-25 minutes de réponse. Je vous invite de prendre le temps quand vous répondez d'être au calme, de peut-être pas avoir 3 pages Internet ouvertes en même temps, de répondre au téléphone, mais vraiment de prendre le temps calme de répondre et de consacrer ce temps pour répondre au questionnaire. Le recueil de données, il est assuré via nous, Alter Alliance, et on va veiller à garder et on va être garant de la confidentialité et de l'anonymat des réponses. Ah oui, on va ouvrir le diagnostic vendredi, donc ça va être le 6 avril. Vendredi, vous allez recevoir les invitations et vraiment, voilà, on compte sur vous pour répondre dans les meilleurs des délais. Voilà. Une fois on a fait le diagnostic quantitatif qui nous permet donc de déterminer les causes, de cerner, de localiser les zones de plus importantes à stress, on va travailler avec une approche complémentaire qui est la partie qualitative. Donc là, il s'agit d'établir, l'objectif c'est d'établir des plans d'action spécifiques aux populations en situation de difficulté. Donc là, c'est bien l'idée de passer des grands facteurs de stress à ce qui est vraiment les facteurs de stress spécifiques à ces populations. Qu'est-ce qui fait stress pour ces populations? Donc, on passe d'un niveau plutôt entreprise à un niveau population. Comment ça va se passer? C'est on va chercher les facteurs de stress et de les contextualiser. Je vais vous donner un exemple. La charge de travail. Est-ce que la charge de travail, vous allez me dire spontanément, oui, ça me stresse la charge. Mais est-ce que c'est tout le temps la charge? Est-ce que c'est une charge particulière? Est-ce que cette charge, pour certains, ça va être une sous-charge, une surcharge? Voilà, on a beaucoup de facettes de ce qu'on peut mettre sur charge. Donc, le travail qualitatif consiste à chercher le contexte d'apparition pour proposer et développer, faire émerger des plans d'action le plus proches du facteur de stress identifié. Donc, après les actions de prévention, ils vont être co-construites en prenant en compte les différentes dimensions qui interviennent dans le stress, c'est-à-dire l'individu, mais aussi le management et l'organisation. Et on va avoir 3 grands volets pour les aborder. Il y a les facteurs de stress, il y a les ressources et il y a aussi le travail sur les conséquences. Donc, de ma part, je vous remercie déjà pour votre attention et j'espère que vous avez plein de questions pour échanger. Merci beaucoup. Merci.